Donc, merci d'être présent pour cette présentation ayant pour sujet le document unique d'évaluation des risques professionnels, sujet majeur en termes de prévention dans toutes vos structures, dans toutes les entreprises et pour nous en tant que service de santé au travail. Donc, cette présentation sera assurée par Rémi Bonnet de l'AG-METRA, service de la région lyonnaise, Bastien Janifier de la Métrasif, service isérois, et Sophia Mfetti d'AST 74 de la Haute-Savoie. Au niveau de l'ordre du jour et du sommaire, on attaquera par quelques rappels réglementaires, puisqu'il faut bien y passer pour comprendre un petit peu la genèse de ce document unique. On surfera aussi sur les objectifs recherchés et avoués de ce document, et on fera un point sur les différentes étapes que comprend cette démarche. Comment est-ce qu'on démarre, comment est-ce qu'on le remplit, comment est-ce qu'on le clôt. Cette présentation, alors, sommaire d'une heure, a pour vocation de vulgariser un petit peu ce document, de vous montrer les tenants, les aboutissants, et surtout de vous donner des brides, des pistes pour le lancer chez vous ou le reformater ou pour prendre à tâche avec des personnes compétentes qui vont pouvoir vous aider à sa mise en place. Avant de démarrer, petite présentation de Présence, puisqu'on est réunis ce matin par le biais de Présence. Donc, c'est une association qui représente les services de santé au travail interentreprises du pays, à peu près 240 services de santé qui suivent plus d'1,5 million d'entreprises et 15 millions de salariés. Présence, par cette mission de représentation des services, constitue une entité pour discuter avec les pouvoirs publics, les organisations d'employeurs et de salariés. Nous permet aussi de développer des partenariats avec les institutions pour être plus efficient en prévention, à des missions d'information, nous en interne, juridiques, réglementaires des services de santé au travail, et nous permet de déclencher sous cette entité des recherches un peu plus larges au niveau national. Donc Présence est déclinée en région, et c'est dans ce cadre-là que Présence Auvergne-Rhône-Alpes vous propose ce webinaire ce matin. Les services de santé au travail interentreprises, eux, les services que vous contactez au quotidien sont donc des associations de loi 1901 à but non lucratif. Comme toute association, elles sont dirigées par un conseil d'administration qui est composé à parts égales de représentants d'employeurs et de représentants de salariés, avec un président qui est un employeur de votre secteur. Elles sont sous la surveillance d'une commission de contrôle qui est composée aux 2 tiers de salariés et 1 tiers de représentants d'employeurs. Ces deux structures, à l'intérieur des services de santé au travail, ont pour objectif de fixer les grandes orientations en termes de prévention, en termes budgétaires, pour faire avancer le service de santé au travail au quotidien. Donc les services en France sont organisés par secteur géographique ou par secteur de compétences. On travaille sous la tutelle du ministère du Travail, bien qu'on soit sur des domaines médicaux, et on fonctionne grâce à un agrément qui est donné par la Directe, qui nous permet d'avoir les compétences techniques et humaines pour assurer nos missions. Les services de santé au travail en France sont composés d'équipes qui regroupent une pluralité de métiers et de compétences. Donc, ces équipes-là sont managées par des médecins du travail, sont assistés par des infirmières en santé au travail, des intervenants en prévention des risques professionnels, une catégorie de personnes qui regroupent plusieurs métiers comme des ergonomes, des psychologues, des toxicologues ou des préventeurs en santé et sécurité au travail, et des assistantes en santé au travail que vous avez peut-être plus l'habitude de contacter au quotidien pour la prise de rendez-vous ou l'accroche directe avec vos services de santé. Nos missions sont définies sur ce petit pictogramme, donc 4 missions principales pour les santé au travail, celles que vous connaissez le plus, le suivi individuel des salariés par le biais de visites d'information et de prévention pour certaines catégories de salariés, les suivis individuels simples, les suivis individuels adaptés, et les visites médicales réglementaires pour certaines autres catégories de salariés, les suivis individuels renforcés ou certaines visites ponctuelles. En face de ce suivi individuel, une des grosses missions des services de santé, c'est de vous accompagner sur la prévention des risques professionnels par le biais d'un certain nombre d'actions que chaque service met en place.
Le premier, ça va être de vous aider à la mise en place du document unique, hein, c'est un petit peu ce qui nous réunit ici ce matin, mais de faire aussi, de réaliser des études de poste à visée toxicologique, à visée ergonomique, de vous accompagner sur certaines métrologies du conseil réglementaire ou vous donner un certain nombre d'informations ou de sensibilisation pour vous aider dans votre obligation de santé et de sécurité de vos salariés. Voilà pour cette présentation succincte. On en arrive aux origines réglementaires du document unique. On va passer rapidement certaines notions, puisque uniquement pour vous montrer un petit peu la chronologie d'apparition de ce document dans la réglementation. Un petit sondage pour Bonjour à tous, excusez-moi, j'ai eu un petit retard, je vais lancer le sondage du coup. J'ai un petit questionnaire où on va vous demander depuis quelle année je le mets en place. Je vous demanderai de répondre à ces petites questions et ensuite nous afficherons les résultats une fois que tout le monde aura pu répondre. Donc on voit les résultats en direct, il y a plusieurs réponses, quand même assez partagées dans les réponses. On a 75% de réponses. On a une vraie majorité. Je pense qu'on va arrêter le sondage ici. Je vais pouvoir vous afficher les résultats. Donc, on a essentiellement des personnes qui nous ont répondu depuis 2001 que l'obligation de mettre en place le document unique est obligatoire. Je vais laisser du coup Bastien répondre plus en détail sur ces réponses, mais effectivement, vous avez quand même en majorité la bonne réponse. Merci. Donc, on va voir quelques différences sur ces dates. Vous verrez que certaines ne sortent pas de nulle part. Donc, la prévention des risques professionnels, on en parle quand même depuis un certain temps, puisque il y a une directive européenne majeure qui est sortie en 1989 et qui a été transposée finalement en 91 à une des dates proposées. Donc, depuis 1991, dans le Code du travail, la prévention des risques professionnels prend une place importante, notamment l'introduction de la santé et la sécurité au travail, hein, avec la condition que l'employeur prend les mesures nécessaires pour justement assurer cette sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés par le biais d'actions de prévention des risques professionnels, de mise en place de formation et d'information, et en demandant à ce que l'organisation et les moyens adaptés soient mis en place pour concourir à cet objectif. Depuis 91, on a aussi introduit la notion de principes généraux de prévention. Je pense que vous avez tous entendu parler au moins une fois dans votre parcours de ces principes généraux de prévention que vous voyez s'afficher sur la droite. C'est une hiérarchisation des mesures de prévention à mettre en place pour concourir à la prévention des risques, bien évidemment en évitant le risque en premier lieu si on peut, et puis en graduant la réponse pour être de plus en plus efficace sur cette problématique-là. Et on parle enfin, depuis 91, d'évaluation des risques, puisque l'employeur, depuis cette date, est tenu d'évaluer l'ensemble des risques professionnels sur les postes de travail. Cette date de 1991 a été renforcée par ce fameux décret, cette fameuse loi de 2001, qui a mis en place ce document unique. Donc bravo pour les répondants qui étaient majoritaires pour cette date. Depuis 2001, l'employeur a en fait l'obligation de consigner, de transcrire le résultat de cette évaluation des risques dans un document unique. Donc l'évaluation des risques est obligatoire depuis 30 ans, mais la formalisation de cette évaluation l'est que depuis 20 ans. On vous met aussi sur ce slide une circulaire qui peut être importante, alors qui est assez fournie, mais pour aller faire un petit peu de picking, ça peut être intéressant pour voir un petit peu l'esprit et l'idée de la mise en place de ce document unique et aller chercher certaines informations ciblées. L'objectif de ce document unique, c'est vraiment de concourir à la santé et à la sécurité des travailleurs en réduisant le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles, puisque hormis le côté financier que ça peut représenter, c'est surtout le côté humain et social qui est pris en compte sur cette réduction du nombre d'accidents de travail ou de maladies professionnelles.
Petite info aussi qui n'est pas anodine, l'absence de document unique peut conduire à une contravention de 5e catégorie, mais surtout peut engager la responsabilité de l'employeur et faire peser sur lui la notion de faute inexcusable qui peut représenter une vraie épée de Damoclès pour vos structures. Voilà pour ce côté réglementaire, rien de plus. L'idée était simplement de poser les bases de cette obligation qui court depuis 20 ans maintenant. Les objectifs de ce document unique, alors si on les reprend, hormis le côté projet, temps passé à le mettre en place, cette mise en place, cette démarche de document unique vise surtout à permettre à être un support pour parler de prévention en entreprise. C'est un prétexte pour introduire la prévention des risques professionnels en entreprise. Elle nécessite et elle a l'objectif d'intégrer le plus de salariés possible dans votre entreprise pour que sa vision soit la plus large et la plus précise possible. Elle vise à améliorer les conditions de travail, on l'a vu, pour réduire les accidents ou maladies professionnelles qui pourraient survenir. Et puis finalement, je le place en dernier puisque c'est pas la premier but originel de cette réglementation. Elle répond quand même à cette mise en place du document unique, un vrai impératif réglementaire pour vos structures. Voilà, concernant les étapes de la démarche, alors on va vous présenter ici une démarche possible. Après, vous verrez que dans les différents documents que vous pouvez consulter, elle est des fois présentée en une étape de moins, regroupée avec une autre, peu importe. L'idée est de comprendre un petit peu le fonctionnement de cette réflexion. La première étape qui est, je pense, la plus importante, c'est la préparation, puisque de cette étape-là va découler l'ensemble et la facilité, on va dire, de conduite de ce projet. Donc la préparation, on verra tout à l'heure les différents éléments qu'on va pouvoir faire entrer dedans. Suite à cette préparation, une fois qu'on est bien armé, on va avoir l'obligation de repérer dans l'entreprise l'ensemble des sources de danger et des risques professionnels qui pèsent sur les postes de travail et sur les salariés. Une fois cet état des lieux fait, l'objectif va être de les coter, de les évaluer, de les hiérarchiser, faire une sorte de podium, tout simplement pour vous aider et vous aiguiller dans la résolution des problèmes, puisqu'on ne peut pas vous demander du jour au lendemain de tout résoudre. Il va falloir déjà se pencher sur les choses que vous avez identifiées comme étant les plus préoccupantes chez vous. On a évalué, on a coté, il va falloir maintenant, après, mettre en place des actions pour réellement prendre en compte le risque identifié et améliorer la prévention. Et s'ensuit une mise à jour du document, puisque ce document-là n'est pas figé. Il va falloir le mettre à jour, vous le reverrez tout à l'heure à quelle temporalité, mettre à jour ce document pour qu'il suive la vie de l'entreprise et la vie de la prévention dans votre entreprise, pour réaliser un petit peu ce qu'on appelle l'amélioration continue, et ne pas repartir de zéro chaque année, mais repartir des acquis et simplement faire des améliorations ou des évolutions. Sur cette première étape de préparation, voilà, le but du jeu, c'est vraiment de préparer plein de choses dans cet entonnoir pour que finalement, ça découle sur votre partie évaluation. C'est-à-dire, la principale question pour nous, c'est déjà de se poser la question sur qui va le faire, comment on va le faire et qu'est-ce qu'on va devoir faire. Au niveau des personnes impliquées sur ce projet, soit pour une création, soit pour une mise à jour de documents, on peut le remettre à jour et repartir, des fois peut-être changer de méthode si la méthode initiale était trop compliquée. Ça va être de former un groupe de travail, alors qui peut être un mot assez engageant pour des structures de petite taille, de 10-15 salariés. L'idée, c'est que le projet soit porté par une personne, c'est beaucoup plus simple à faire avancer, et que cette personne s'entoure d'aide pour ne pas être seul face à ce document et avoir une vision assez représentative de la démarche. Le projet peut se faire assister des RH qui auront une vision peut-être plus précise sur les moyens d'action, de formation à mettre en place. Voilà, c'est des petites pistes, c'est à vous de décider quelles sont les personnes motivées, puisqu'il va falloir de la motivation pour mettre en place ce document et impliquer, montrer qu'on donne de l'importance à ce document en impliquant l'ensemble des salariés. Il faut forcément que la direction soit partie prenante dans ce projet-là, puisque le projet n'aura aucune réelle avancée sans implication franche, entière et affirmée de la direction. Ce document unique doit être accessible à sa réalisation à l'ensemble des salariés de l'entreprise,
c'est-à-dire que le moyen d'accès aux documents uniques doit être signifié sur le tableau, sur l'information générale réglementaire à avoir dans l'entreprise, doit être consulté, voire même réalisé avec les futures évolutions de la réglementation avec ou en collaboration avec le CSE, le comité social et économique, qui remplace les délégués du personnel, doit être mis à disposition de la CARSAT ou de la Directe à leur demande, et bien sûr peut et doit être enfin envoyé sur demande de votre service de santé au travail. C'est toujours intéressant pour nous d'avoir ce retour-là pour connaître votre organisation, avoir le résultat de votre travail et pouvoir vous accompagner sur certains sujets qu'on verrait comme importants pour vous, sur lesquels on pourrait agir. Au niveau de la technique, du quoi, il va falloir déjà, le plus important, c'est pour ça que c'est souligné, construire votre démarche ou s'approprier une démarche simple et qui correspond à votre fonctionnement. Les usines à gaz fonctionnent toujours très bien pour la première personne qui le met en place parce qu'elle a la tête dans le guidon, elle va le mener et derrière c'est un projet qui va s'essouffler et qui va mourir petit à petit sans être pris. Donc la démarche doit être simple, compréhensible et reproductible. Il faut se fixer des objectifs puisque certains d'entre vous n'ont pas encore le document unique à ce jour. Il est utopique de se dire que le mois prochain, l'ensemble du document unique de votre entreprise sera terminé. Les objectifs réalistes doivent être déterminés en se disant que pour la fin 2021, on met en place la démarche. Le premier trimestre 2022, on étudie une ou deux unités, on verra ce que c'est derrière, et puis on se fixe l'année 2022 pour que le document soit pleinement actif sur l'ensemble de la structure. Bien sûr, ça c'est adapté en fonction de la taille, du nombre d'ateliers et du nombre de salariés. Il faut savoir que le document unique n'impose aucun document type. C'est à votre convenance par rapport à vos compétences informatiques ou autres. Donc un tableur, une base de données Excel, un fichier texte, un logiciel sur Internet conviennent tout à fait pour réaliser cette démarche. Il faut simplement que ce soit cohérent avec votre organisation et votre fonctionnement matériel, que ce soit commode pour vous, pour la réalisation et la mise en place, et surtout que ça puisse assurer, on le verra par la suite, une traçabilité de la vie de ce document et des expositions. Au niveau du comment, avant de vouloir démarrer, l'étape importante est de définir ce qu'on appelle des unités de travail, c'est-à-dire que je réfléchis à comment je peux saucissonner mon entreprise pour que ce petit découpage me laisse beaucoup plus de facilité pour identifier et repérer les dangers et les risques. Alors on le verra tout à l'heure sur des images, découper par métier, par poste, par secteur géographique. L'idée est que ça regroupe certaines composantes communes aux personnes présentes dans ces unités. Voilà. En définissant un planning, on l'a vu, se fixer des objectifs atteignables et réalisables. Donc les unités de travail, on ne peut pas dire je vais évaluer les risques pour toute mon entreprise, ce serait trop d'un coup et on aurait des personnels qui ne seraient pas affectés au même risque et finalement on aurait peu de visibilité sur l'évaluation qu'on fait. L'unité de travail consiste à apporter un découpage en danger équivalent qui soit simple et qui surtout, à la fin, n'oublie aucun salarié et n'oublie aucun secteur. Donc ce découpage, vous pouvez le définir en termes de secteur géographique dans votre entreprise. Vous pouvez le définir en termes de poste de travail ou en termes de métier. À vous de le choisir. Vous pouvez bien évidemment coupler des visions, avoir une unité géographique, une unité administrative et une unité par partage de travail. Voilà pour cette notion d'unité de travail. Dernier petit rappel sur ces prérequis avant de démarrer cette évaluation, c'est le distinguo entre la notion de danger et de risque. Alors, c'est peut-être un petit peu de la sémantique, vous verrez que dans beaucoup de tableaux, dans beaucoup de méthodes, on vous parle de ces deux notions, et c'est toujours un petit peu complexe de remplir des cases ou d'arriver à avancer, puisqu'on a du mal à le différencier. Prenons une situation de travail tout à fait banale, on en convient. Sur cette situation-là, on se rend compte rapidement qu'on a un danger équivalent. Mon animal sauvage représente exactement le même danger. Par contre, le risque, lui, de mon petit aventurier, sur ma situation de gauche, on va dire qu'on a un risque d'attaque et de blessure qui est quasi nul, hormis si quelqu'un a oublié de fermer la porte.
alors que mon risque de mon explorateur sur ma situation de droite est très important, puisque les mesures de prévention et de protection ne sont pas là. Donc là, la notion de danger, c'est ce qui va rapporter l'élément dangereux, et le risque, c'est justement le résultat de ce danger lié à une exposition, lié à un travail, lié à une tâche dans votre structure. Si on image un petit peu plus, prenons une situation avec un danger, une charge en suspension dans un atelier. Nous n'avons pas d'exposition, aucun travailleur, il n'y a aucun risque lié à ce danger. Prenons une autre situation, nous n'avons aucune charge accrochée, nous avons un travailleur, nous n'avons aucun risque lié à une chute potentielle de charge. Prenons une dernière situation, nous avons notre danger, la charge en hauteur, suspendue. Nous avons une exposition, un travailleur qui gravite en dessous, même si on ne devrait pas. Il y a un réel risque pour la santé, de chute de la charge et d'atteinte de votre salarié. Donc le document unique va s'atteler à identifier ces dangers et ces risques pour vos salariés. Voilà. Avant de passer la main, un petit rappel sur les sources majeures d'erreurs, les choses à avoir en tête avant de commencer. Vraiment, le premier conseil, c'est de choisir une méthode simple, adaptée, qui puisse être conduite jusqu'à la fin et maintenue sans perte de temps. Pensez aux mises à jour qui vont avoir à être faites dans le futur. Donc il faut que quelqu'un qui va reprendre le sujet dans 6 mois, 1 an, 2 ans, puisque vous allez changer d'organisation, puisse se remettre dedans facilement et continuer ce qui a été commencé. Attention au choix des cotations, vous verrez qu'on fait un petit focus derrière. Le choix des cotations, c'est simplement de se dire comment est-ce que j'identifie qu'un danger, qu'un risque, est majeur ou est faible. Et bien ça, on va vous donner des petites billes pour le côté plus facilement et plus objectivement. Donc il faut choisir des méthodes simples. Attention aussi à une deuxième source d'erreur principale, c'est vraiment une mauvaise appréhension du document dans le sens externalisation. Voilà, je le veux clé en main pour pas perdre de temps, pour pas m'embêter. Souvent, ce sont des documents qu'on appelle documents étagères, puisqu'ils ont été faits. Il y a peu de suivi parce que c'est un document qu'on voit comme étranger et qui ne sert pas finalement à la prévention, qui ne sert qu'à cette obligation réglementaire, mais qui n'apportera rien dans vos structures. Donc faites-vous accompagner, mais participez quand même à la mise en place, au projet, pour pouvoir l'appréhender derrière et le faire vivre. Attention aussi à la réalisation, on va dire, décontextualisée de toute situation de travail. C'est-à-dire que si c'est uniquement l'administratif qui s'occupe de faire le document unique de l'ensemble de l'entreprise, les ateliers sont peut-être moins bien pris en compte que si on avait impliqué l'ensemble des parties. Attention aussi à l'évaluation sur papier, puisqu'on se rend compte que le travail réel est toujours différent du travail prescrit, et l'observation, vous le verrez, est vraiment très importante pour être le plus exhaustif possible. Voilà pour cette première partie d'approche. Je passe la main à mon collègue Sofiane pour déployer la suite de cette présentation. Alors merci Bastien, bonjour à toutes et à tous. Alors, normalement mon écran est partagé. Donc normalement vous devez voir mon écran. Est-ce que la slide, est-ce que vous voyez l'écran? Oui. En mode diaporama, c'est bon? J'ai l'impression que c'est que en... Il faut le mettre Là, on est en présentation. On n'est pas en plein écran. Mais il n'est pas en présentation, c'est ça? Alors, ok. Désolé, et c'est parti. C'est bon? Parfait.
Donc du coup, ouais, merci Bastien. Donc voilà, je vais continuer. On va parler ensemble de la méthodologie. Donc, comme disait Bastien, en effet, c'est important d'avoir une méthodologie qui soit pas trop compliquée, mais suffisamment efficace du coup pour pouvoir évaluer, estimer correctement nos situations à risque dans l'entreprise et pouvoir du coup aboutir, proposer un plan d'action qui tienne la route, qui soit bien adapté aux besoins de l'entreprise en matière de santé et de sécurité. Alors, du coup, Rémi, je te laisse la main. On va commencer par faire un petit quiz pour voir votre niveau de connaissance à ce sujet. Oui, effectivement, fort de toutes les informations qu'on vous a données avant, je pense que ça sera assez rapide sur le remplissage de ce sondage. La question est, je peux réaliser le document unique seul dans mon bureau? Vous avez trois réponses. Oui, non, cela dépend de la taille de l'activité, de la taille et de l'activité de l'entreprise, pardon. Donc, n'hésitez pas à répondre sur ce sondage. On est déjà à 70% de votants. Et effectivement, je pense que le message est assez bien passé. Est-ce qu'on a une vraie majorité sur la réponse non? Comme on vous l'a dit, effectivement, l'important du document unique, c'est aussi le participatif, c'est d'avoir une exhaustivité des risques. Et pour ça, il faut absolument aller sur le terrain, observer les postes et réaliser des groupes de travail sur l'observation réelle du travail réel. Donc, je vais fermer le sondage, afficher les réponses pour tout le monde. Donc, effectivement, on a bien 76% de réponses justes. Merci, merci Rémi. Donc du coup, comme tout le monde l'a bien compris, on va dérouler assez vite, hein. Donc l'important de cette méthode de collaboration, c'est d'essayer d'être le plus objectif possible, d'éviter de passer à côté d'une situation particulièrement dangereuse dans l'entreprise. Voilà, une situation qui peut survenir fréquemment. Alors la fréquence, ça peut être tous les jours, plusieurs fois par jour, toutes les semaines, mais si ça arrive 2 fois par an ou bien tous les ans, mais de manière obligatoire, c'est quand même des situations fréquentes, du coup, qui reviennent de manière régulière, pas de manière accidentelle. Voilà. Donc, notamment, ne surtout pas oublier le risque chimique, on peut dire un gros pavé, c'est à la fois des situations où il y a une exposition à des poussières, une exposition à des vapeurs de produits, et également des expositions avec un contact direct avec le produit chimique au niveau cutané, peut être liquide, pâteux, etc. Vaste sujet qui peut mériter un document même à part entière si le risque chimique est très présent dans l'entreprise. Donc, comme l'a souligné Rémi lors du sondage, euh, pour être le plus objectif possible et le plus précis possible, c'est de bien comprendre concrètement l'activité et les processus d'exposition à ces différents dangers. Donc voilà, observation des postes de travail, échange avec les collaborateurs, les salariés, les compagnons, les ouvriers concernés, et l'utilisation d'indicateurs selon le niveau de suivi qu'il y a déjà en entreprise. Voilà, des indicateurs, notamment le taux d'accidentologie, les AT, les accidents du travail, la proportion d'accidents du travail qui fait suite à des projections ou bien à des chutes, voilà, etc. Ce genre d'indicateurs peuvent guider un peu et orienter un peu l'identification de situations dangereuses et, et surtout de trouver des solutions les plus appropriées possibles et les plus prioritaires possibles. Donc voilà, différents outils de la feuille vierge pour ceux qui sont à l'aise, à des outils déjà voilà, qui permettent de faciliter le relevé de données lors des observations sur le terrain. Donc voilà, on peut en trouver à l'INRS. Je vous invite aussi à vous rapprocher
de vos services de santé qui ont souvent des boîtes à outils à disposition. Ensuite, évaluer, c'est bien ce qu'il y a dans le titre de ce qui nous intéresse, hein, c'est l'évaluation des risques professionnels. Donc il faut entendre dans évaluer, donner une valeur, c'est-à-dire essayer de donner une valeur aux différentes situations dangereuses rencontrées par les différents salariés. Pourquoi donner une valeur? Pour pouvoir prioriser par dangerosité une situation par rapport à une autre et du coup orienter, prioriser notre plan d'action qui va en découler. Donc pour ça, donc une méthodologie pratique qui n'est pas trop compliquée et qu'on vous propose, c'est d'utiliser 3 facteurs. Alors je développe la diapo jusqu'au bout. Hop, voilà, 3 facteurs, c'est-à-dire ici donc la fréquence, donc combien de fois mes salariés sont exposés à cette situation. Ici la gravité, quels effets la situation de travail va pouvoir avoir sur la santé de mon salarié, que ce soit suite à une situation accidentelle, une chute, une coupure, ou bien à force d'être exposé à la répétition des mouvements répétés, un environnement poussiéreux, etc. etc. Voilà. 2 types d'exposition, mais qui vont pouvoir avoir un effet. Donc, on va essayer d'estimer la gravité. Donc ça, c'est la partie un peu subjective de ce travail d'évaluation, parce que voilà, c'est jamais très objectif. Ça va dépendre du ressenti de chacun des salariés, ça va dépendre de beaucoup de choses. Et ce qu'on conseille aussi d'intégrer, c'est bien sûr le critère de maîtrise. Donc ça, c'est une fois que j'ai, pour une situation donnée, fait l'inventaire des choses qui existent déjà dans mon entreprise, qui permettent de maîtriser cette exposition, formation, des équipements de protection individuelle, des équipements, des outils de travail adaptés, par exemple, voilà 3 exemples. Plus j'ai de choses en place, plus ça va me permettre de diminuer cette note. Donc là, il y a un exemple, pour une probabilité de 8, donc relativement forte, et une gravité plutôt relativement faible de 4. Donc j'ai un résultat de 32. Si j'ai 0 action de maîtrise existante dans mon entreprise, ce coefficient-là va plutôt faire augmenter la note. Si par contre, à l'opposé, j'ai vraiment bien maîtrisé cette situation-là, par la mise en place d'actions, eh ben, je vais diminuer cette note-là. D'accord? Donc, la prise en compte de ces 3 critères permet d'avoir une évaluation très correcte pour pouvoir hiérarchiser un plan d'action de qualité. Donc, le plan d'action ensuite, qu'on va pouvoir du coup présenter sous forme de tableau de bord. Ça fera office, si vous voulez, de feuille de route. On va pouvoir sélectionner les trois situations, les 3 risques majeurs de l'entreprise pour l'année qui vient et travailler dessus, etc., etc. Voilà. Chaque entreprise, après, de s'approprier les résultats de son évaluation et de prioriser les actions qui les intéressent. Donc ensuite, le plan d'action et les actions proposées, elles doivent suivre les principes généraux de prévention. C'est-à-dire qu'on va commencer voilà, par tout ce qu'on a déjà, ce que vous a expliqué, hein, évaluer. Une fois évalué, il va falloir, si possible, supprimer le risque. Je reprends l'exemple de Bastien tout à l'heure avec le tigre. Si on n'a pas besoin de travailler à proximité de tigre, eh ben, autant faire comme ça, hein. Le danger, il est réglé, il est mis de côté. Sinon, c'est de l'isoler pour permettre du coup aux salariés de travailler dans des conditions les plus favorables. Je prends l'exemple du bruit, une machine très bruyante. Si on arrive à la capoter, limiter l'émission du bruit, eh ben, on va peut-être pouvoir permettre aux salariés de travailler sans même de protection auditive. Voilà, c'est un exemple peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est le principe. Et enfin, parce que c'est souvent indispensable malheureusement, c'est de proposer des équipements de travail, des protections individuelles, des vêtements de travail adaptés. Et ensuite, ce qui va être important de faire pour l'employeur, c'est de faire vivre son plan d'action.
et de définir du coup quelles actions je souhaite engager, quel délai je me mets pour les mettre en place et mettre des personnes en suivi ou en pilotage de ces actions. Donc ça, c'est important, ça va permettre un engagement de la part de l'employeur pour la mise en place des actions dans le temps. Donc c'est des choses voilà, qui peuvent être, qui doivent être présentées au CSE ou au CSSCT du moins, du CSE. Et du coup, vous comprendrez bien qu'en fonction de l'évolution des activités, des situations à risque, des compétences de l'entreprise, il faut le mettre à jour. Donc, ce que dit la réglementation, c'est que c'est au moins une fois par an. Ce qu'il faut faire, c'est, comme je viens de le dire, c'est au fur et à mesure des évolutions, des expositions. Voilà. J'ai un nouvel engin que mes salariés doivent utiliser. S'il y a des situations à risque particulières, ça doit se retranscrire dans le document unique. Et l'exemple plus récent du Covid, voilà, où on a pu se rendre compte que pas mal d'entreprises voilà, nous avaient sollicité, posé des questions et en profité pour mettre à jour, au moins pour la partie de la Covid, leur document unique. Sofiane, je me permets d'intervenir. On avait un petit quiz justement pour rebondir un petit peu sur cette thématique. Il est prêt, Oula, donc je mince, le lance. merci. Pas Ok, de désolé. problème. Mais au moins, j'espère qu'on aura plein de réponses, 90% au moins de réponses. Voilà. Donc, j'essaie Interdiction de de me documenter. répondre. Vous avez eu la réponse normalement, mais pour enfoncer le clou, à votre avis, est-ce que le document unique est réalisé une fois pour toutes? Oui, non, ou cela dépend de la taille et de l'activité de l'entreprise. Bon, effectivement, il y a peu de personnes qui se sont lancées sur le oui. On a 100%, je vais quand même fermer le sondage et partager les réponses. Donc, tout le monde nous a bien suivis. Bravo, Sophia, tu as été très claire. Voilà, un retour, ce qu'on peut appeler un retour d'expérience en direct. Très bien. Du coup, voilà, bon, l'exemple du Covid. Je vais accélérer, je pense. Je pense que pour l'exemple, vous avez bien compris. Donc, différents outils. Alors, je vous parlais du modèle de fiche pour les observations de travail. Alors après, même au-delà de ça, vous pouvez vous rapprocher de votre service de santé qui a généralement un outil pour pouvoir à vous proposer pour faire ce travail d'évaluation des risques. Alors, quelquefois un fichier Excel, quelquefois sous d'autres formes. Ensuite, voilà, plusieurs autres institutions comme l'INRS qui propose un outil OIRA qui est assez bien fait, assez facile à compléter, assez intuitif. L'OPP-BTP aussi qui a sa plateforme pour les entreprises du BTP qui est disponible. Voilà, plusieurs outils à votre disposition. Voilà, ce qui est idéal, c'est de pouvoir au final avoir une vue globale par unité de travail. Voilà, à la fois des descriptions de situation. Donc, ça doit être un document, ça c'est important de souligner ça, qui doit être compréhensible par tout le monde, les salariés, par le médecin du travail et aussi bien pour l'inspection du travail. Donc, quand je décris ma situation dangereuse, on doit pouvoir comprendre à peu près pourquoi elle est dangereuse. On doit pouvoir comprendre les moyens de prévention déjà existants, les pistes d'amélioration proposées, et du coup, on doit retrouver le système de cotation et aussi les éléments qui permettent de comprendre comment la situation a été cotée, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et du coup, une synthèse, hein, c'est le fameux plan d'action où on retrouve ce qui a été présenté tout à l'heure. Donc, on retrouve le risque, hein, toujours dans un souci de compréhension et de lisibilité, la description de la situation dangereuse et l'action à mettre en place.
Donc voilà, alors comme notre modèle en Haute-Savoie par exemple, on a la possibilité d'identifier les facteurs de pénibilité et d'y associer un nombre de salariés. Voilà, comme ça, cette identification des facteurs de pénibilité est directement reliée à l'outil d'évaluation des risques. Donc ça dépend. En tout cas, il faut le faire si on s'en tient à la réglementation. Donc voilà ce qu'on vous propose comme présentation. Je pense que je vais vous laisser la parole si vous avez des questions ou des remarques. Effectivement, il y a déjà des questions qui sont arrivées sur. Donc, vous avez un outil pour nous poser des questions dans les onglets, dans la petite fenêtre en haut à droite. Vous avez quelque chose qui s'appelle questions. N'hésitez pas à nous poser vos questions à ce moment-là. Je les redistribuerai à nos deux intervenants. Je me permets d'en poser une, j'ai déjà répondu, mais peut-être que ça peut compléter ma réponse. Bonjour, pourquoi garder les anciennes versions? Alors, j'imagine que c'est bonjour, pourquoi garder les anciennes versions du document unique et pourquoi est-ce qu'on est obligé de les archiver? Sur cette notion d'archivage, de traçabilité, le document unique est une preuve de votre action sur la prévention des risques et il faut qu'on puisse identifier, mise à jour après mise à jour, quelle a été l'évolution du document et ne pas écraser les données pour pouvoir remonter une situation telle qu'elle avait été perçue telle année pour se remettre un petit peu dans les conditions du direct. De plus, une nouvelle réglementation est en train d'être mise en place avec la réforme santé au travail et cette notion de traçabilité va prendre beaucoup plus d'importance puisque le document unique va servir à la traçabilité des expositions pour pouvoir justifier certaines expositions de salariés des années 20 ans, 30 ans ou au départ à la retraite. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'à partir de mars 2022, devrait ressortir une réglementation qui imposera à chaque employeur d'aller déposer son document unique et ses mises à jour sur une plateforme pour qu'on puisse avoir la vie de ce document-là et que ça puisse être contrôlé au dernier. Et puis, que l'ensemble des informations puisse vraiment concourir à cette traçabilité des expositions en lien avec votre service de santé au travail. Effectivement, merci Bastien. Ça me permet de rebondir sur la question d'après qui est un petit peu en lien. Est-ce qu'il y a une fréquence type de mise à jour du document? Est-ce que annuellement cela semble correct? Eh bien, fort des explications que vient de vous donner Bastien, si on veut pouvoir justifier d'une exposition et que vous avez rajouté par exemple un moyen de prévention qui permet réellement de diminuer le risque ou l'exposition professionnelle de vos salariés, eh bien en fait à chaque modification de vos procédés, de vos… La mise à jour doit être à minima annuel, c'est-à-dire que si l'activité de votre entreprise n'a pas ou peut changer, c'est simplement vérifier que l'ensemble du plan d'action qui a été prévu a été réalisé en temps et en heure. C'est repositionner un petit peu vos données dans les bonnes cases, au bon niveau, dans les différents tableaux. L'évaluation des risques, le document unique doit être refait dans certaines situations, comme expliqué. Si vous avez prévu d'installer un nouvel équipement, une nouvelle machine dans votre atelier, si vous avez prévu une nouvelle activité, vous construisiez des meubles, demain vous allez construire des chaises de jardin alors que vous faisiez que des meubles en bois, toutes ces nouvelles activités doivent être prévues dans l'évaluation des risques et doivent normalement être prévues avant mise en place de ces activités dans l'atelier pour éviter justement les petits loupés de démarrage et les petits risques, petits dangers qui n'auraient pas été prévus. Donc c'est au moins annuel et du moment où il y a un changement, qui peut être tous les 2 mois, 3 mois, 4 mois. Je crois que ça reboucle sur une des questions qu'il y a sur le Covid où on est apparemment c'est passé un peu rapidement si on peut revenir sur la diapo. Tout à fait. Le Covid a été justement un bon exemple de situation dans laquelle une mise à jour était obligatoire, demandée et imposée dans votre document unique pour prendre en compte une nouvelle donnée, une nouvelle situation de travail, de nouveaux éléments. Voilà, donc c'était vraiment un nouveau risque professionnel qui n'était pas connu. Au niveau risque biologique, on avait sur certains postes des expositions possibles
aux virus saisonniers pour des postes d'accueil, notamment la grippe qui pouvait ressortir sur certaines évaluations. Mais le Covid a été vraiment l'émergence d'un nouveau risque biologique avec une dangerosité bien plus importante et une répartition sur le territoire bien plus importante aussi. D'autant plus que le Covid a amené bien évidemment un risque biologique, mais a aussi amené tout un tas d'autres risques professionnels sur les postes, puisque les postes ont dû être réorganisés avec moins de personnel pour effectuer certaines tâches, avec du personnel qui effectuait du télétravail, qui n'est pas la même chose que du travail sur son ordinateur bien calibré à son poste de travail. Donc toutes ces choses-là ont dû être réévaluées. Hein, la différenciation entre la vie privée et la vie professionnelle à domicile est plus compliquée que sur une phase d'activité au bureau. Donc voilà le type d'exemple de mise à jour contrainte par l'actualité. Merci. Il y a pas mal de questions. Donc, je rappelle simplement que si on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions aujourd'hui en live, on prendra le temps de vous répondre individuellement à la fin de la présentation, notamment sur les questions un peu particulières. Alors, il y a une question: comment faire la cotation des RPS? Je pense que c'est un peu la même chose que pour le risque chimique. C'est des thématiques qui sont à intégrer effectivement dans le document unique, dans la même méthode de cotation que vous maîtrisez pour les autres risques, mais qui mérite peut-être d'avoir un onglet à part ou un document à part qui reprendrait d'autres types de cotations, car effectivement, les RPS, tout comme le risque chimique, sont des thématiques assez spécifiques qu'il est difficile d'intégrer à la globalité du document unique. N'hésitez pas, comme on vous a donné comme source, à vous faire aider de démarches déjà existantes. Je pense notamment pour les RPS à l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, qui a mis au point des outils, alors soit des outils individuels pour les entreprises de taille importante, où la distribution de questionnaires individuels et anonymes permet justement cet anonymat dans le retour des réponses et d'avoir une estimation, de prendre la température sur différents postes de travail par rapport à des facteurs liés au RPS, mais a aussi développé un outil qui s'appelle Faire le point et qui permet justement aux petites structures qui ne pourraient pas distribuer de questionnaires individuels, puisque sur 5 salariés, en fonction des réponses, bien qu'il n'y ait pas le nom sur le document, on peut vite remonter à la source. Et c'est pas du tout l'objectif des RPS, c'est pas de pointer du doigt un salarié, c'est d'évaluer une température dans l'entreprise. Et cet outil Faire le point, par rapport à un questionnement à se poser et à suivre pour la personne qui pilote ce projet-là, permet d'avoir un niveau, si vous voulez, un niveau de risque du RPS dans l'atelier. Est-ce que cet atelier-là, est-ce que cette unité de travail-là est sujette ou pas à une potentielle déclaration de risques psychosociaux? Donc ça vous permet dans un outil externe d'avoir quelque chose d'adapté pour intégrer ce RPS dans l'évaluation des risques professionnels. J'ai des questions que je vais synthétiser, je ne vais pas donner les questions telles qu'elles le sont. J'ai des interrogations peut-être sur le périmètre du document unique, avec une question sur une association, par exemple, pour les personnes qui sont bénévoles, qui ne sont pas salariées. J'ai aussi, est-ce qu'un salarié pense être exposé à un risque? Est-ce qu'il doit avoir l'aval de son directeur? Voilà, comment identifier les risques? Donc, c'est plutôt sur le périmètre. Quels sont les salariés impactés par l'évaluation des risques professionnels et quelle est la responsabilité finalement du dirigeant dans cette évaluation? Alors, pour l'accessibilité aux documents, c'est un point important, c'est que le document unique, donc il doit être, alors je l'ai dit, compréhensible tout à l'heure, mais il doit être l'accès, ses modalités d'accès doit être communiqué clairement aux salariés. Donc voilà, l'employeur doit pouvoir mettre à disposition à la demande des salariés, alors que ce soit sous forme informatique, affiché, ça, il n'y a pas de règle de prévu, mais voilà, les modalités d'accès doivent être bien communiquées. Après, voilà, si le salarié est uniquement concerné par une unité de travail, il peut être uniquement amené à consulter cette unité, mais voilà, l'ensemble du document unique doit être accessible aux salariés. Pour la question de la responsabilité de l'employeur, je vais prendre un exemple. Prenons une situation de travail en hauteur, voilà, situation de travail en hauteur.
indiqué dans mon document unique il y a déjà 5 ans, qui mettait qu'en fait, voilà, dans mon entreprise, on utilisait des échelles et comme action, il y a déjà 5 ans, on avait déjà prévu de mettre à disposition des moyens d'accès plus stables, de former les gens, par exemple, à utiliser des échafaudages, etc., etc. Donc, des actions qui tenaient la route. Voilà, aujourd'hui, enfin hier, du coup, accident du salarié concerné par cette unité, cette situation dangereuse, chute d'une échelle, du coup, chute grave, enquête d'accident. Voilà, la gendarmerie et du coup le juge, ils vont forcément, une des premières choses qu'ils vont me demander, c'est le document unique, savoir si déjà j'avais identifié cette situation et qu'est-ce que j'avais proposé, quelle analyse j'avais pu en faire et qu'est-ce que j'avais pu proposer comme action pour pour limiter et diminuer ce risque. Donc il y avait bien eu des choses de proposer, mais bon, déjà il y a de ça 5 ans, et puis en fait ils vont se rendre compte qu'il n'y avait rien qui a été fait au final. Donc tout ça pour dire que plus les situations réellement rencontrées dans l'entreprise sont identifiées, mieux c'est. Plus le document vit, c'est-à-dire en fonction de l'analyse et de l'état des lieux, plus les actions de prévention sont mises en place et permettent réellement de diminuer les risques, mieux c'est, et moins la responsabilité, dans le cas d'accident grave notamment, de l'employeur va être importante. Voilà, il sera toujours responsable, mais plus il y aura de choses de faites, et plus ça sera retracé et cohérent avec le document unique, mieux ce sera. Merci pour cette précision. Donc, effectivement, il y a pas mal de questions sur le télétravail aussi. Est-ce que les salariés qui sont en télétravail doivent faire l'objet d'une évaluation des risques professionnels sur leur situation à domicile? Alors, du coup, comme toute situation à risque, l'employeur, je pense que c'est important dans le document unique d'identifier ces situations. Donc, une situation de télétravail, ça peut être rattaché à plusieurs dangers déjà. Ça peut être rattaché à des risques psychosociaux, peut-être du stress, une surcharge de choses à gérer vu qu'on est à la maison, etc. Ça peut être lié à des postures, en fonction des locaux, de l'environnement que chacun dispose chez soi. L'objectif du document, là, ça va être de répertorier tout ce que l'employeur va mettre en œuvre en termes d'organisation, en termes de formation, d'accompagnement, de souplesse de planning, par exemple. Ça va être l'occasion de l'indiquer, de le préciser dans le document unique. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est l'occasion aussi de réinterroger le document unique existant, s'il existe, sur la mise en place du télétravail et voir un petit peu les fréquences et gravités et faire modifier un petit peu votre évaluation sur le travail sur écran que vous avez peut-être déjà évalué dans votre entreprise avec une nouvelle rubrique télétravail. Alors, je réponds sur les questions. On pose, oui, le support sera accessible sur le site de Présence. Vous aurez le replay normalement de ce webinaire également. Vous les avez même on a bien sûr sur votre barre d'outils, les documents sont téléchargeables en direct, à savoir 2 documents de l'INRS et le support PDF qui a été balayé sur cette présentation. Oui, effectivement, vous avez documents distribués aussi en petite rubrique dans la fenêtre d'action. Une question forcément d'actualité sur la nouvelle loi et sur l'obligation de déposer vos documents uniques sur une plateforme nationale numérisée. Je vais me lancer sur la réponse. On attend encore le décret d'application pour savoir les modalités concrètes. Mais effectivement, cette obligation d'évaluation des risques professionnels et de formalisation dans le document unique, comme l'a rappelé Bastien, date depuis 2001. Donc ensuite, c'est simplement ce passage sur on doit délivrer ce document unique sur une plateforme nationale qui est la nouveauté. Mais pour l'instant, on attend encore concrètement cette application. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions.
Bonjour, combien de temps avons-nous après la création de l'entreprise pour la mise en place du DU? Il n'y a pas de délai. Il faut se Le plus court dépêcher, hein. possible. Effectivement, il faut se dépêcher. Normalement, à la création d'entreprise, voire même avant la création d'entreprise, on s'interroge sur les activités futures et on fait déjà une pré-analyse des risques. Mais c'est à l'embauche du premier salarié. Au lancement d'une entreprise, c'est sûr que ça va pas être la priorité, mais il faut surtout prendre le temps de bien le faire et d'intégrer les salariés pour être sûr en tant qu'employeur de bien maîtriser les situations, de bien connaître les différentes situations rencontrées par les uns et les autres. Il y a souvent des surprises quand on s'amuse à faire ce travail-là d'analyse en groupe de travail avec les salariés, et puis d'essayer du coup, en fonction de l'état des lieux, de mettre en place des choses pour mieux maîtriser et limiter la survenance de situations accidentelles, quoi. Voilà. Bon, je pense que Au niveau des, il y avait certaines réponses du moins un peu le périmètre du document unique. Je vois sur les questions concernant les auto-entrepreneurs, le document unique concerne bien l'employeur qui a une relation de travail avec un salarié, donc un contrat de travail. On parle bien de salarié. Un auto-entrepreneur seul sans salarié n'est pour l'instant pas concerné par le document unique, puisque le document unique est obligatoire pour toute entreprise ayant au moins un salarié. Donc oui, la question en direct, le document unique est obligatoire pour une association sportive qui emploierait un salarié. Après, il y a le côté réglementaire, hein, on va dire que dans le texte, le document unique est obligatoire pour le périmètre du salarié et pas des bénévoles. Le côté humain et social du document fait que l'évaluation des risques pour le salarié profite aussi clairement aux bénévoles, hein, le but étant la prévention des risques. On a des questions sur le plan d'action. Est-ce qu'il doit être détaché du document unique et est-ce qu'il doit être déposé sur la nouvelle plateforme? Je me lance aussi un petit peu sur la réponse. Alors, dans les faits, j'aime bien le détacher, effectivement, le plan d'action. Par contre, le lien évaluation, hiérarchisation, plan d'action, vous l'avez compris, j'imagine, du moment qu'on a évalué un risque fort, il doit être intégré au plan d'action et sa priorité doit être forte également. En revanche, pour avoir plus de simplicité dans le suivi des actions de prévention à mettre en place au cours de l'année sur un plan d'action annuel, il peut être plus simple de le détacher. Mais en fait, simplement d'en faire une copie dans un onglet à part pour que le suivi soit facilité. Mais le lien évaluation plan d'action est si fort qu'il faut bien se rappeler de l'évaluation initiale. Et donc, j'imagine que pour la plateforme, ce sera la même chose. Il faudra également avoir le plan d'action à déposer, effectivement, puisque l'un découle de l'autre. Alors, on a une question. Sur la dernière question sur l'association qui utilise des locaux municipaux, doit-on se faire aider par la mairie? Ouais, c'est à l'association de procéder. Donc, c'est vraiment la responsabilité de l'association de réaliser son évaluation des risques. Après, si où émanent de ce travail-là des actions qui vont, je sais pas, peut-être tourner autour d'aménagement des locaux, du coup, dont vous n'êtes pas propriétaire, bah là, à ce moment-là seulement, pour la mise en place des actions, vos projets de mise en place d'actions, là, oui, il faudra certainement se rapprocher des locaux municipaux, mais pas dans un premier temps. Pour tout ce qui est intervention en extérieur sur chantier de vos salariés, n'oubliez pas le plan de prévention qui fait partie de cette notion d'évaluation des risques, c'est-à-dire que une entreprise qui interviendrait dans vos locaux ou un de vos salariés qui interviendrait chez un de vos clients, en fonction de la nature des tâches réalisées ou du temps de travail annuel prévu, vous avez l'obligation de mettre en place un plan de prévention écrit qui doit justement prendre en compte l'ensemble des risques que votre salarié fait courir à votre client et que le client fait courir à votre salarié. Donc, il y a une liste de travaux dangereux qui existe et il y a aussi un délai de 400 heures annuelles.
Et la communication doit être maximum justement pour éviter les loupés et pour se coordonner avec l'entreprise accueillante, utilisatrice, si on suit le terme. Oui, après, il y a des questions sur les périmètres, on vient de répondre un petit peu là-dessus. On a des questions aussi, faut-il faire apparaître le risque brut et le risque résiduel dû à l'impact de la cotation des moyens de maîtrise? Alors, on vous a répondu, on vous a déjà un peu aiguillé en disant que la forme du document unique était libre, donc on ne vous imposera rien sur sa forme. En revanche, c'est vrai que pour sensibiliser les salariés, pour leur faire comprendre l'impact des moyens de prévention et peut-être pour faire accepter certains moyens de prévention, notamment les équipements de protection individuelle qui peuvent être plus difficiles à faire accepter dans des environnements, on le voit tous aujourd'hui avec le Covid, avec la pénibilité un petit peu plus forte d'être équipé avec des équipements de protection individuelle, il est peut-être intéressant de faire apparaître justement l'impact de ces moyens de prévention sur votre risque brut. Et dans ce cas-là, expliquer aux salariés l'importance du port de ces équipements ou tout simplement du suivi des procédures qui ont été définies dans l'entreprise. Bon, je pense qu'on va pouvoir mettre fin à la présentation. Qu'en pensez-vous? Ça me semble pas mal, effectivement. Et encore une fois, on essaie de répondre précisément aux questions si ça concerne les particularités individuelles. Je reboucle simplement sur le fonctionnement du service de santé au travail où, bien sûr, le médecin va être informé, notamment pour les risques psychosociaux et peut vous appuyer, ainsi que toute son équipe pluridisciplinaire autour de lui, pour avoir des indicateurs sur l'état de santé physique et mental de vos salariés. Donc, c'est aussi un acteur important à mettre dans la boucle lorsque vous réalisez votre document unique. Merci à tous pour votre participation. Merci à vous. Bonne deuxième partie de journée. Et puis du coup, on prendra le temps de répondre aux questions qui n'ont pas pu être balayées en direct. N'hésitez vraiment pas à vous rapprocher de vos services de santé au travail qui ont cette mission d'accompagnement, hein, compris dans la relation que vous avez avec eux. Merci, au revoir. Merci à tous, bonne journée.